Chers collègues, bonsoir. Ce jour, donc 12 février, nous avons tenu notre atelier de rencontre, de causerie sur des questions d'ordre épistémologique et méthodologique. En l'occurrence, nous avons eu pour thème à la salle 9TP ce matin un entretien qui a gravité autour de comment encadrer un travail de recherche. Et donc, nous faisons l'initiative de cet enregistrement pour garder tâche, pour que la mémoire parfois oublieuse puisse retenir ce dont nous avons parlé ce matin et permettre aussi à tous ceux des nôtres qui n'ont pas pu prendre part donc, à cette rencontre-là de savoir un peu ce dont nous avons parlé. Donc ce matin à la salle 9TP de l'Institut de géographie tropicale, nous étions donc une dizaine de membres de CapDev IGT et donc nous avons donc tenu cette rencontre d'échange. Alors, il y avait 3 points essentiels donc, qui ont structuré la rencontre que nous avons eue ce matin. 3 points essentiels au nombre desquels le choix du sujet, la nature des sujets dans la géographie, et puis enfin, les étapes de la construction d'un travail de recherche. Essentiellement, nous nous sommes focalisés sur ce qu'on pourrait appeler ici le protocole de recherche. Nous avons donc insisté sur le protocole de recherche. Alors, ce travail que nous avons fait ce matin était plutôt un moment d'échange, un moment d'échange, et nous avons donc abordé ces questions dont je viens de parler. Alors, pour ce qui est du préambule, qu'est-ce qui motive cette rencontre? C'est parce que nous avons constaté des difficultés de façon générale dans l'encadrement, des difficultés pour faire passer le message de la maîtrise de la rédaction de travaux de recherche à nos apprenants, pour ceux qui encadrent déjà, préparer ceux éventuellement qui vont entrer dans l'univers de l'encadrement, mais surtout nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'insuffisances à notre niveau dans la maîtrise donc des articulations du travail de recherche et de la pratique de l'encadrement. Nous autres avons pu bénéficier pendant longtemps de l'initiation faite par les maîtres qui nous ont confié des étudiants, bien même que nous étions encore doctorants, et cela donc nous a permis de nous faire la main, mais nous continuons d'apprendre et nous partageons donc avec vous la modeste expérience que nous avons acquise tout au long donc de ce travail d'apprentissage auprès des maîtres. Alors donc le premier point, c'est le choix du sujet. Pour choisir un sujet, parce que l'étudiant va travailler sur un sujet de recherche, il ne faut pas confondre un sujet de recherche avec un thème de recherche. Les sujets de recherche émanent de thèmes, c'est-à-dire de thématiques de recherche. La thématique, c'est, si vous voulez, un grand axe à l'intérieur duquel on peut tirer donc des points d'interrogation qui sont les sujets de recherche. Donc, il est question d'attribuer des sujets de recherche aux étudiants. Alors, donc, 2 sources sont possibles. La première, c'est la source de l'enseignant, c'est-à-dire l'enseignant qui, d'autorité, entre guillemets, impose, on va dire, propose donc un sujet à l'étudiant. Lequel sujet donc se trouve extrait de son programme ou de ses activités de recherche. Il peut arriver que vous êtes impliqué dans un programme de recherche qui est financé, si vous avez la chance, et donc il y a certains points spécifiques que vous pouvez confier à des étudiants pour faire avancer donc la mise en route de ce programme et avoir les résultats facilement. En ce moment, vous pouvez confier donc un pan de ce programme à votre étudiant. Le projet peut ne pas être financé, ça peut être votre propre source. À partir de ce moment, vous avez la possibilité de confier quand même un pan de vos activités à vos étudiants pour faire avancer toujours les productions scientifiques que vous faites. Et ensuite, ça contribue donc à asseoir autour de vous une équipe avec des étudiants engagés et vous-même, c'est le début d'une véritable équipe de recherche. Donc ça, c'est la première possibilité. Vous, en tant qu'enseignant, vous pouvez proposer et donner, on va dire, imposer entre guillemets, un sujet à l'étudiant. Mais dans cette optique, il faut toujours intéresser l'étudiant, lui faire comprendre le pourquoi pour qu'il puisse s'intéresser, s'approprier ce que vous voulez lui donner, lui montrer les avantages de l'option que vous lui proposez. La deuxième piste, c'est celle qu'on appelle la piste de la mise en mission de l'étudiant, de sa mise en éveil, de sa vivacité intellectuelle. C'est-à-dire que vous demandez à l'étudiant, vous lui dites que vous n'avez pas de sujet sous la main en ce moment, voici les thématiques pour lesquelles vous travaillez et que vous aimeriez donc que ces thématiques-là puissent continuer à être explorées. Donc, vous le mettez en mission, vous lui demandez d'aller faire de l'observation dans un champ spatial particulier et défini
en rapport avec votre thématique de recherche et il va prospecter. Et ensemble, quand il revient, vous avez la possibilité donc de décortiquer et de trouver un besoin fondamental qui peut devenir un sujet et ensemble, vous asseyez le sujet de recherche. Donc là, l'étudiant est impliqué dans la construction du sujet de recherche. Et ça, c'est un avantage particulier et c'est un avantage important pour l'étudiant. Ça lui permet de s'imprégner. Mais vous aussi, l'avantage dans cette piste-là, c'est que ça vous permet souvent d'élargir votre champ de vision sur la thématique que vous traitez. Parce que de retour donc de cette mise en mission, l'étudiant peut apporter, si c'est un étudiant qui se sent concerné, qui est futé, qui est très impliqué dans ce qu'il fait, il va vous apporter quelque chose de plus. Certains même vont jusqu'à un peu plus loin en leur proposant de faire ce qu'on appelle des fiches de lecture. Vous lui proposez un ou deux ouvrages à partir desquels il pourrait être mis en mission pour tirer quelque chose qui sera un nouveau sujet ou la mise en mission à partir d'observations directes dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans tous les cas, l'enseignant peut jouer sur les deux pistes, c'est-à-dire, quoi que vous allez lui imposer un sujet, entre guillemets, vous pouvez lui demander de le mettre en mission aussi. Hein? Quoi que vous le mettez en mission, il peut revenir de sa mise en mission avec quelque chose et puis vous lui dites, c'est bien, mais j'aimerais que tu travailles sur ça. Parce que la mise en mission peut être un moyen pour tester l'apprenant dans ce qu'il propose. Donc, voici un peu les deux possibilités qui s'offrent à l'étudiant pour avoir un sujet. Vous avez la possibilité, vous en tant qu'enseignant, de lui proposer un sujet et vous avez la possibilité de l'écouter après une mise en mission pour qu'il vous propose quelque chose que vous allez construire ensemble. Mais dans tous les cas de figure, il faut dès le départ expliquer à l'étudiant ce que c'est qu'un sujet de recherche. On peut définir un sujet de recherche comme la formulation d'un besoin qui sera traité selon le discours scientifique. Voyez-vous? Discours scientifique. Donc, ça suppose que quand vous lui proposez le sujet, quand vous le mettez en mission, il faut lui dire que quelque chose de fondamental. Le chercheur est celui qui sait lire, qui apprend à lire pour découvrir par la lecture. Le chercheur est celui qui sait fréquenter le terrain, approcher le terrain, aborder le terrain, s'approprier le terrain. Ça, c'est quelque chose de fondamental qu'il faudrait dire à nos étudiants. Donc, on a la possibilité donc d'attribuer des sujets comme que des sujets nous soient proposés. Dans ce cadre, il est intéressant, comme nous avions dit ce matin, de créer des petits groupes de recherche par affinité thématique et par affinité personnelle entre enseignants. 2 ou 3 enseignants peuvent se mettre ensemble pour chercher à proposer des sujets dans le cadre d'un programme commun de recherche, ce qui leur permettrait donc d'avancer beaucoup plus facilement, de mettre en mission les étudiants ensemble pour aller découvrir de nouvelles choses et construire des sujets ensemble. Donc les collaborations à cette étape-là de l'encadrement sont à encourager. Le deuxième point que nous abordons, c'est la nature des sujets de recherche dans la géographie. Ce qui revient essentiellement à parler de quoi? Ce qui reviendrait essentiellement à aborder la question de l'épistémologie de la discipline. Qu'est-ce que la géographie elle-même? Parce que les sujets que la géographie va aborder ne sont pas forcément des sujets que d'autres disciplines sociales ou à référence spatiale annexes ou connexes à la géographie pourraient aborder. La géographie, c'est d'abord une science de description. On la décrivait dès le départ comme la science des lieux, c'est-à-dire c'est la science des bulletins monographiques, c'est la science des grandes descriptions, la science des carnets de voyage, des retours de voyage, où on décrivait à la limite une tendance de la géographie qui s'approcherait de ce qu'on peut qualifier aujourd'hui de ce qui était l'ethnologie. Au départ, aller à la conquête de peuples, de civilisations, de découvrir leurs us et coutumes et savoir comment elles fonctionnaient, ces civilisations. C'est la même chose avec les géographes qui, dès le départ, étaient des gens qui allaient à la découverte. C'est une tradition descriptive et très empiriste, la géographie, dès le départ. Par la suite, la géographie est passée au statut de définition de science des organisations spatiales. C'est là où la géographie tente de rentrer dans les approches de théorisation pour expliquer, mais c'est là encore des approches théoriques qui ne s'appuient pas sur l'abstrait théorique pur, mais sur des dispositions théoriques construites à partir de faits empiriques. Donc ce n'est pas une science qui s'appuie vraiment sur le théorique fondamentalement dur et pur, entre guillemets, si vous permettez l'expression, de l'abstrait théorique pur, mais c'est vraiment une discipline qui reste très collée, très proche donc de son essence et de son background empiriste, empirico-spatial, comme certains auteurs aiment bien à définir la discipline. Donc, sur cette lancée, vous avez en géographie des sujets qui ne seront pas traités comme des sujets qui appellent des dispositions théoriques comme on pourrait voir dans d'autres disciplines. Vous avez des sujets qui parlent de monographie, description, études géographiques qui
entre dans le cadre de description des géosystèmes sur le plan physique, sur le plan humain, sur le plan économique. Ce sont des descriptions. Vous avez des atlas qui sont de véritables comptes rendus cartographiques qui passent le temps à décrire des régions, des phénomènes. Et vous avez les études inventaires. Sont donc des spécificités de la géographie qui ne peuvent être traitées comme si on était dans des approches explicatives. Et puis vous avez des sujets qui vont se fonder sur le paradoxalement acceptable des sciences sociales, qui vont donc chercher à expliquer, soit par approche sur fondement purement théorique, ou bien comme je disais, sur fondement empirique d'un certain nombre de réalités, ce qui appelle donc à la construction de paradigmes ou de courants de pensée. À partir de cet instant, voyez-vous, chers collègues, que nous devons faire attention au sujet que nous donnons à l'étudiant. Dès le départ, une fois que le sujet est formulé, nous-mêmes devons avoir à l'esprit quelle est l'orientation que nous devons prendre. Éviter de systématiser donc les sujets selon des approches de courants de pensée. C'est-à-dire quoi? Il faut éviter de dire que vous avez le sujet et vous avez une approche hypothético-déductive, ce qui n'est pas forcément vrai. Vous avez un sujet, vous dites à l'étudiant qu'il va forcément faire de l'induction, ce qui peut ne pas être forcément vrai. On va le voir dans les étapes de la construction, c'est dans la problématisation que l'orientation générale est donnée. Et donc, quand vous avez un sujet qui vous emmène dans la tendance descriptive, c'est que vous êtes en train de faire de l'induction. Quand vous avez un sujet qui va vous emmener à poser une question qui sera une question à comprendre un paradoxe, un décalage ou des différences, vous êtes dans l'approche explicative. En ce moment, vous expliquez soit par théorie purement abstraite, vous expliquez soit par approche empirico-inductive, voyez-vous, où ici l'explication se fait sur la base d'observations cumulées et de points de départ à partir donc d'observations cumulées où la problématique se construit. Donc, de par la nature du sujet et de par l'orientation qu'on donne au sujet, le mode de pensée, le mode adéquat de pensée va se construire de lui-même. Il faut dire que dans la géographie ivoirienne, la plupart des démarches que nous faisons tendent plutôt vers l'induction. Soit c'est de l'induction, description pure, ou de l'hypothético-inductif. Par abus de procédé, on pense à l'hypothético-déductif alors qu'on ne s'appuie réellement sur aucun appareillage théorique abstrait pur. Si d'autres disciplines le font, il est très peu visible en géographie. Pourquoi? Parce que la géographie elle-même est une science qui n'a pas de théorie propre à elle. Vous voyez tous les grands modèles explicatifs d'organisation sociale, d'organisation économique des territoires, s'appuient essentiellement, chers amis, chers collègues, sur de l'appareillage théorique ou des outils employés à d'autres disciplines. C'est pour ça que dans la géographie, l'empirisme est mis en avant parce que ce sont des constructions perpétuelles à partir d'acquis connexes et voisins à la science géographique. Vous savez que l'espace est permettez l'expression, un fourre-tout où on peut trouver des réalités sociales, économiques, politiques, ce qui fait que nous empruntons souvent pour comprendre l'espace beaucoup d'appareillages et d'outils à d'autres disciplines. Mais ça reste l'espace, ça reste le fondamental de l'espace et l'acquisition donc de données par la compréhension donc de phénomènes spatiaux sur la base d'une approche purement empiriste. Et ça, on ne doit pas le perdre de vue. C'est pour ça qu'il faut, dans les manières d'enseigner, éviter de systématiser une approche. Cela doit découler d'un processus de raisonnement, d'un processus de pensée. Voyez-vous, entre la relation entre l'objet, le système spatial et la nature du questionnement que nous voulons proposer. Je pense que nous y reviendrons. Mais les géographes ne doivent pas perdre de vue que leur essence, c'est d'abord la description. Et même quand nous entrons dans la description, la finalité est de proposer des modèles. C'est pour cela que l'approche descriptive ne doit pas être un objet de complexe d'infériorité. L'approche descriptive, qui est l'essentiel de l'induction, doit plutôt nous amener à la préparation de règlements, de règles, de théories et d'axiomes. Parce que nous cumulons beaucoup de données, l'observation nous permet de cumuler beaucoup de données, la description nous permet de cumuler beaucoup d'informations. Et la finalité de ce genre de sujet, c'est quoi? C'est de tirer des régularités et proposer des modèles qui vont servir plus tard à l'explication. Alors que les sujets qui sont de fondamentaux explicatifs, eux, ils aident à faire quoi? À vérifier la validité des théories posées dès les constats de la problématique. Vous voyez?
Quand un sujet a d'une orientation explicative, il a pour mission essentielle de vérifier la validité d'un raisonnement qui est mis en place pour pouvoir expliquer, d'où le recours aux hypothèses dans les sujets explicatifs. Et très souvent, les sujets descriptifs, eux, n'ont pas besoin de ce recours parce que leur finalité est plutôt de construire une hypothèse. Voilà pourquoi dans les sujets descriptifs, où il faut écrire, identifier, analyser, on n'a forcément pas besoin de hypothèses pour faire le raisonnement. Et ça, ce sont des rudiments épistémologiques que nous devons avoir, que nous devons communiquer à nos étudiants pour bien comprendre un système de pensée. Le troisième point de l'entretien que nous avons eu ce matin, ça a été essentiellement les étapes de la construction d'un travail de recherche. Et nous avons mis l'accent sur quoi au niveau de cette étape? Nous avons mis l'accent sur le protocole de recherche. Qu'est-ce que le protocole de recherche? Le protocole de recherche, si vous voulez, c'est la grande partie introductive avant que le chercheur ne propose des résultats. Et cette grande partie qu'on appelle le protocole se compose de l'introduction, de la problématique, de l'état de la question ou état de l'art, et puis des dispositions méthodologiques. Alors, le premier point, c'est l'introduction. Quoi qu'on le dise, ou quoi qu'on la nomme introduction, l'introduction n'est pas le premier point pour lequel le chercheur devrait s'asseoir et amorcer la rédaction. En réalité, on ne peut faire une introduction que lorsqu'on a une maîtrise du contenu de ce dont nous avons parlé. Je prends toujours cet exemple. La porte est l'espace par lequel on pénètre dans une demeure, dans une bâtisse, mais au moment de la construction, la porte n'est pas la première pièce à monter. Voyez-vous, chers collègues, comme je vous aime à vous le dire, si vous voyez une maison dont la construction débute par une porte, n'entrez jamais. La construction d'une demeure se fait d'abord par ce qu'on appelle le soubassement et la fondation. Et par analogie dans la recherche, la fondation, c'est la problématique. C'est elle qui jette les jalons de la réflexion, qui jette les bases de la réflexion, qui indique quel dispositif de raisonnement nous allons employer, quel type de questionnement nous allons mettre en place. C'est une fois que la problématique est faite, qu'on sait quelle question on va convoquer, quelle méthode on va déployer. En réalité, l'introduction est la partie qui se rédige au moment où la conclusion devrait être abordée. Et on va le voir pourquoi au fur et à mesure. Donc, après l'introduction, c'est la problématique. La problématique, en réalité, elle est constituée de deux grands chapeaux. Le premier chapeau, c'est celui des constats. Des constats qui soient issus de la littérature, c'est-à-dire en réalité la revue de la littérature, qui nous permet ici donc de mettre en place un certain nombre de constats. Ensuite, ces constats, ils ont pour but non pas d'aborder de façon hasardeuse ou définir de façon hasardeuse, comme souvent on peut le dire, définition conceptuelle, définition des mots, non. Ils doivent plutôt, par rapport au sujet, au contenu thématique de chaque mot contenu dans le sujet, mots qui sont auparavant redéfinis dans un contexte souvent géographique, social ou économique, aider donc à comprendre quels sont les fondements qui nécessitent qu'il y ait une recherche. Autrement dit, le chercheur à ce niveau doit se poser la question avant d'aborder la littérature, il y a quoi en français ivoirien, il y a quoi, et puis on me demande de traiter un tel sujet. Donc, à partir de la définition conceptuelle des différents mots, paradigmes et concepts qui peuvent constituer le libellé du sujet, il commence à chercher au brouillon une première redéfinition du sujet, le comprendre dans son contexte, et ensuite il s'engage dans la revue de littérature pour établir différents constats qui parlent du phénomène ou de la réalité. Par la suite, ces constats sont confrontés avec des données empiriques. Je prends par exemple une situation. On vous dit de parler du développement des villes en Afrique au sud du Sahara. Donc vous parcourez la littérature vous présente tous les axiomes, toutes les règles, toutes les études antérieures qui ont dit dans quelles conditions le développement devrait se faire, qu'est-ce qu'il est et comment il se manifeste. Donc, vous faites une belle revue de la littérature de cette position-là. Par la suite, vous dites que la littérature dit ça, mais dans mon approche du terrain, voici ce que j'ai constaté. À partir de ce moment, après que la problématique présente l'état de la littérature, le chercheur maintenant expose les réalités du terrain.
Et c'est cette confrontation qui va faire apparaître ce que on appelle dans la recherche le motif, le besoin ou le mobile qui fonde la recherche. À partir de ce moment, sans le savoir, le chercheur est en train d'écrire le problème de recherche. Lequel problème de recherche décrit en forme affirmative va devenir une question de recherche. La question de recherche qui par la suite sera décomposée, si vous voulez, en sous-questions. Donc, on a établi sans le savoir le problème de recherche après cette confrontation entre données théoriques et données empiriques qui nous fait sortir un besoin, le besoin qui peut nous orienter vers une description ou une explication. Et puis, quand ils en finissent là, on a sous la forme affirmative l'énoncé d'un problème de recherche, duquel on va s'inspirer pour écrire l'objectif général, des questions, duquel on va s'inspirer pour sortir des questions spécifiques, donc des objectifs spécifiques. Donc, le travail de la problématique qui est la fondation, le soubassement, nous permet donc d'identifier le mobile de la recherche, le motif, le besoin, comme si c'était un ministre qui venait devant le Parlement pour exposer quoi? Un texte. Et avant de justifier ce texte, il sort quoi? L'exposé des motifs. Une problématique est un texte donc argumentatif qui présente donc la nécessité, qui justifie la nécessité d'engager un travail de réflexion. Donc voyez-vous qu'il ne faut pas la confondre, du tout avec la problématique. Elle est le point de départ de la réflexion. C'est par la suite, bien plus tard, que, ayant toutes ces données-là en main, le chercheur peut s'avancer à la fin à écrire ce qui va être son introduction. Voyez-vous? Et donc, une fois que cela est fait, quand le motif de recherche qui est libellé est d'ordre descriptif, qui dit que vous allez faire peut-être une monographie ou une description, très souvent cela est fondé parce que la littérature vous présente qu'il y a un manque de connaissances ou de données, ou il y a un déficit d'informations qu'il faut combler. Donc, on va procéder donc à la description, ou c'est un phénomène nouveau qui n'est pas connu, il faut donc le décrire pour mieux le cerner. Ça, on est dans les approches descriptives. À partir de ce moment, vous n'avez plus besoin de faire ce qu'on appelle l'état de la question que nous allons voir tout à l'heure. Il faut directement passer donc à la méthodologie de la recherche. Par contre, quand ce dispositif met en évidence un certain nombre de paradoxes, des décalages entre ce qui est attendu et ce qui est observé, le chercheur donc est invité donc à produire une explication. Et très souvent, dans la géographie ivoirienne que nous pratiquons, ce sont très souvent des explications qui sont hypothético-inductifs. Ils ne vont pas s'appuyer sur des raisonnements abstraits déjà établis, mais sur des soupçons que le chercheur s'est fait à partir d'observations. Donc, ce sont des hypothèses empiriques. Mais comment il va aboutir à la mise en évidence de ces hypothèses empiriques? Il faut faire ce qu'on appelle l'état de l'art et l'état de la question. Une fois que vous avez une question de recherche, des sous-questions qu'on appelle des questions secondaires, chacune de ces sous-questions va faire l'objet de la deuxième partie de la revue de la littérature qu'on appelle l'état de l'art. Que veut dire l'état de l'art ou l'état de la question? Il vous demande l'état de l'art ou de la question d'aller dans le sens de quoi? D'aller dans le sens de chercher des réponses qui ont été produites antérieurement à vous sur ces différentes questions et préoccupations. La somme de tout ce travail de fouille que vous faites vous permet de conclure à des hypothèses. Voilà, vos chers collègues. Voilà comment les hypothèses apparaissent. Elles n'apparaissent pas systématiquement, elles n'apparaissent pas de façon hasardeuse, mais c'est l'état de l'art qui les produit. Et une fois que l'état de l'art vous permet d'arriver à des hypothèses, vous devez distinguer quelles sont les variables et les indicateurs proposés dans les réponses antérieures qui peuvent vous aider à résoudre le problème posé. Donc, vous avez un phénomène qui doit être étudié, qui est contenu dans la question de départ, dans l'objectif général. De lui va sortir ce qu'on appelle la variable dépendante, qui peut avoir plusieurs indicateurs. Et à côté de la variable dépendante, il y a les variables explicatives qu'on appelle les variables indépendantes. Et c'est le jeu entre variables dépendantes et variables indépendantes qui forment les hypothèses. Donc, tant que vous n'avez pas des variables dépendantes ou des variables indépendantes, écrire une hypothèse serait vraiment relever de l'alchimie. Simplement, de l'alchimie épistémologique. Parce que, qu'est-ce que vous voulez expliquer et c'est quoi l'explication? Et les hypothèses s'écrivent toujours au présent de l'indicatif et dans leur forme la plus simple sont d'approche causale. X influence Y. Le comportement de X découle sur tel phénomène Y, etc., etc. On le verra dans nos séances beaucoup plus pratiques. Et donc, l'état de l'art vous permet d'isoler les variables indépendantes, donc d'isoler la variable dépendante qui est déjà connue depuis la problématique. Les variables indépendantes sont isolées et vous avez donc votre liste de variables qui n'émanent pas donc d'un travail hasardeux de copier-coller pris dans d'autres mémoires ou dans d'autres documents, mais vous avez
des choses qui sont fondamentalement intéressantes parce qu'elles sont légitimées et justifiées par un travail bibliographique qui vous permet de dire que dans telle étude antérieure à mon étude, voici ce qu'on a sollicité, etc., etc., etc. Voyez-vous, chers collègues. Et donc, la méthodologie donc, va se mettre en place parce que les variables sont identifiées. Et après l'identification des variables, qu'est-ce qu'on a? On a donc les techniques de collecte de données. Alors, en face de chaque variable, il faut dire le procédé par lequel vous allez aller sur le terrain pour l'obtenir. Il y a différents procédés. Le plus connu et le plus célèbre, c'est d'abord la recherche documentaire, qui est une approche qualitative. La recherche documentaire n'est pas l'espace où il faut citer ou énumérer les différentes bibliothèques où on est passé. Non. On peut l'ajouter en bonus. Mais essentiellement de exprimer de façon claire et précise les sources documentaires, même aller jusqu'aux pages auxquelles vous allez recueillir les différentes variables qui proviennent donc de la documentation. Des cartes, des modèles cartographiques, des fichiers cartographiques virtuels, c'est-à-dire numériques aussi, peuvent être sollicités dans cette recherche documentaire. Le deuxième point de collecte de données, c'est l'observation directe. C'est-à-dire pour certaines variables, pour l'inventaire surtout, vous allez sur le terrain et puis vous procédez donc à un inventaire direct. L'inventaire, l'observation directe du moins, c'est de pouvoir situer les contextes de visite sur le terrain, les périodes de visite sur le terrain, le matériel de recueil de données, les grilles d'observation, les différents matériaux qui vont accompagner cette grille pour pouvoir capter de l'information. Et cela est fondamental, mais n'est pas systématiquement utilisable. Tout dépend de quoi? De la nature des variables que vous allez lister. Troisième méthode, c'est le questionnaire. Le questionnaire aussi n'est pas systématique. Tout dépend de la nature des variables. S'il y a des variables qui sont ni obtenables par l'observation directe, encore moins par la recherche documentaire, le chercheur est obligé d'aller à la quête auprès d'un échantillon dont la taille est déterminée et dont la procédure de sélection est clairement définie. Là encore, nous ferons d'autres causeries, chers collègues, sur les échantillons, les méthodes à déployer pour ventiler un échantillon dans l'espace, etc., et montage de questionnaires. Nous y reviendrons. Et puis, il y a le fameux guide d'entretien. Le guide d'entretien, ouais, c'est une collecte qui se fait de façon très restreinte avec des personnes ressources, des sachants suffisamment représentants de la maîtrise d'un phénomène, capables donc de nous donner des informations et des outils qui peuvent aider à saisir ou à obtenir des variables d'analyse. Et puis enfin, les techniques de traitement des données, c'est l'ensemble des procédés et des procédures mis en place pour organiser et traiter les données. Ce n'est pas le lieu de citer pêle-mêle des logiciels, non, mais plutôt des procédures d'organisation et de traitement de données de l'information générale. Et donc, de ces techniques de traitement va découler le plan de rédaction et d'exposition des résultats. Voilà un peu, chers collègues, ce dont nous avons parlé ce matin au niveau des étapes de la rédaction du protocole de recherche. Dans les questions, certains collègues sont revenus sur la discussion, mais avant de toucher ce qu'est la discussion, on a dit que l'introduction, elle se rédigeait en fin de travail, au moment où la conclusion devait être faite. Je vous allais donner tout à l'heure les arguments. Mais l'introduction, elle se comporte de quoi? Comme on nous a dit au lycée dans l'introduction d'une dissertation, de généralité, d'ébauche de la question de recherche et d'une annonce de plan. Et dans les généralités, le chercheur doit montrer l'intérêt et l'importance du sujet qu'il aborde. Et cet intérêt, comme on est géographe, doit être présenté de façon chronologique spatiale, du global, du régional et au local. Montrer l'intérêt et l'importance à ces différents paliers spatiaux. Ensuite, après l'intérêt qu'il montre du sujet, il doit dire quelles sont ses motivations personnelles et ses motivations sur le plan de sa discipline. Le sujet peut être important, mais encore beaucoup plus important parce que depuis quelques années, par exemple, l'Alliance des géographes ivoiriennes travaille sur telle thématique parce qu'il y a eu tel chamboulement épistémologique sur la question qui nous permet d'améliorer la perceptibilité, etc. Ça, ce sont des motifs qu'il faut exposer. Et après, donc, l'importance et l'intérêt de la discipline, les différents motifs scientifiques, personnels, il faut passer maintenant à dire quel est le problème qui nous rassemble ici. Donc, vous voyez que si vous n'avez pas identifié le problème, vous ne pouvez pas écrire une introduction. Ouais, on dit le problème qui nous réunit dans ce travail et puis on passe à l'annonce du plan. L'annonce du plan qui va dire les grandes articulations du travail, mais qui va annoncer les grands points qui seront traités, c'est-à-dire
les objectifs en réalité qui seront mis en évidence. C'est ça une introduction. Ah, donc, on s'est rendu compte qu'au travers du déroulé du protocole de recherche, qu'il y a quelque chose de fondamental, c'est la quête d'informations dans la littérature, qu'on appelle la revue de la littérature. Elle a pour but de nourrir la construction de la problématique en asseyant des constats qui vont légitimer le mobile et le motif. Elle a aussi pour mission de préparer des réponses provisoires qui vont légitimer des hypothèses à construire au besoin. Et puis, plus tard, quand on verra les autres aspects du travail de recherche, elle va même alimenter ce qu'on appelle la discussion et l'interprétation des résultats. Donc, il est fondamentalement important de demander à nos étudiants de se cultiver, de se documenter sur les concepts qui composent leur sujet et sur les mots qui composent leur question de recherche. Mots MOT, bien sûr, qui composent leur question de recherche. C'est fondamental. Donc, voilà un peu, chers collègues, ce qui nous a rassemblés ce jour de 8h45 à 11h10 à la salle de FTP. Nous avons un autre rendez-vous. Je pense qu'on va continuer à travailler. Les collègues ont émis des idées, des propositions qui pourront nous permettre, au niveau donc de notre groupe de recherche, d'asseoir un canevas qui va aider les uns et les autres à améliorer. On apprend toujours. Moi, c'est toujours un plaisir que de parler de ces choses, d'entendre des choses, parce que ça me permet d'aller toujours fouiller, et puis de ma modeste expérience vraiment de chercheur, chercher à améliorer ce qu'on peut avoir comme bagage. Donc, tous les collègues du CapDev, je vous salue, je vous remercie pour la mobilisation et j'espère qu'on se verra, notre canal officiel plus restreint nous permettra donc de nous revoir. J'espère que ce lien-là, je ne maîtrise pas toutes les technologies, je vais diriger ce lien, ce direct vers notre plateforme d'échange que vous connaissez et on pourra toujours l'écouter et réécouter. Merci, excellente soirée, que Dieu nous garde, bon week-end.